Salut Chris, ravi de faire ce premier webinar de l'histoire de Muso avec toi. Première Cool. question, est-ce que tu vas bien? Bah écoute, c'est top. Donc moi, je vis à Hanoï, et je travaille depuis Hanoï pour la France. Ça peut pas aller mieux, hein. On connaît pas beaucoup la pluie. Bon, il fait chaud, mais ça va. Cool, bon, bah, trop bien. Alors pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et pour leur permettre de te Yes, découvrir carrément. En un mot, moi, donc, je suis recruteur freelance pour Muso et d'autres plateformes. Je travaille avec plusieurs plateformes. À la base, je travaillais en cabinet pour un cabinet qui s'appelait Urban Maker. Et à la base, je ne venais pas du monde du recrutement, mais alors pas du tout, comme beaucoup de recruteurs après tout. Et moi, je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères, pour être exact, donc dans la diplomatie. Et puis, le hasard des choses a fait que j'ai évolué vers le métier de recruteur, et le hasard encore des choses, mais on y reviendra, a fait que j'ai évolué vers le métier de recruteur freelance. Donc voilà, en un mot. Et donc, j'habite en Asie depuis quelques mois et je travaille avec des clients français. Ok, ça marche. Et alors, du coup, si on revient un peu sur ton parcours, tu as parlé beaucoup de hasard. C'est quoi le hasard qui a fait que tu t'es mis à faire du recrutement? Et Mmh. derrière, c'est quoi le hasard qui a fait que que tu t'es mis à ton compte? Yes, carrément. Alors, hasard ou bon, marche des choses. Je ne sais pas comment le qualifier, mais en tout cas, effectivement, il y a des gens qui sont passionnés de recrutement. Ils sont rares, hein, mais qui sont passionnés de recrutement depuis l'enfance. J'en ai rencontré. C'est pas mon cas. Moi, en fait, je suis venu à ça parce que je trouvais que dans l'administration, j'étais un peu bloqué dans ma carrière et j'ai eu envie de me reconvertir. Je me suis reconverti. Franchement, hein, ça va peut-être faire rire ou faire grincer des dents, je sais pas, mais je me suis mis à cliquer au hasard sur des posts. C'était marqué, je me souviens à l'époque, c'était marqué Headhunter. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai cliqué au hasard parce que tu sais, c'était la candidature simplifiée sur LinkedIn. Hmm. On m'a rappelé, on m'a expliqué, j'ai aimé. Et puis à partir de ce moment-là, ils m'ont donné Urban Linker, donc le cabinet de recrutement qui recrute que des juniors pour les former sur à peu près 6 mois. M'a donné ma chance. Et là, en fait, j'ai compris que ce métier-là, c'était vachement intéressant sous pas mal d'angles. Et surtout, ça allait me permettre de faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire voyager, travailler de plus loin et puis gagner pas mal d'argent. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait du coup après tu t'es mis en que tu décidé de te mettre à ton compte, de te mettre en freelance? Donc après, deuxième étape, et Ouais. encore par la force des choses. Donc la première étape, c'était par la force des choses. J'ai été sorti de la enfin, de toute façon, j'étais bloqué, j'étais obligé de trouver quelque chose d'autre. Et là, en fait, pareil, j'étais bien Urban Linker. J'avais mon petit train-train de consultant en recrutement à Paris. Et en fait, avec ma copine, on avait décidé de partir en Asie. Elle est d'origine vietnamienne, moi je suis d'origine chinoise. Et donc, du coup, il fallait partir dans cette région-là. Une fois que ça a été acté, il fallait trouver le moyen de le faire. Et en fait, j'ai eu beau chercher des CDI en full remote, même Hmm. du RPO. Et ben, il y avait du full remote, hein, ça existe, il y en a plein, mais en Europe, en France. Puis dès que tu sors un peu des zones de confort, il grince un peu des dents. Et donc, du coup, à mon corps défendant, j'ai dû me lancer en freelance. Et tu vois, une fois de plus, comme quand j'ai dû me convertir en chasseur de tête, là, me convertir en freelance, j'ai eu peur, je voulais Hmm. pas, et maintenant, je le regrette absolument pas. Donc, à chaque fois, le destin m'a poussé dans le dos, et aujourd'hui, je suis là où je suis, et j'en suis très content. Trop bien. Et alors, est-ce que tu peux comment dire, nous vendre un peu de rêve là? T'es parti depuis quand? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, de loin, ça a l'air. C'est vrai que c'est une vie de rêve. Moi aussi, sur le papier, c'est une vie de rêve. En réalité, il y a des problématiques qui sont nouvelles, etc. Mais donc moi, le but, c'était de pouvoir vivre soit en Chine, soit au Vietnam. Mais le Vietnam, c'est plus facile au niveau des papiers et travailler depuis la France. Donc en fait, marier les deux choses, les deux avantages, c'est-à-dire être payé en euros très concrètement et les dépenser en monnaie locale, c'est-à-dire les dons, bon, euh, être riche et en même temps pouvoir avoir la douceur de vivre et apprendre plein de choses. Là, par exemple, je suis au vietnamien. Bon, bon, mais ça progresse. Et donc voilà, la seule difficulté, bon, en dehors de l'expatriation pour tout expatrié, la seule difficulté, c'est le décalage horaire. Mais en vérité, c'est tout à fait jouable, à condition de s'organiser un petit peu.
mais c'est tout. Donc voilà, le meilleur des deux mondes. Ok, ça marche. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans le recrutement? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette voie? Eh ben, alors, la première chose, c'est que, faut dire la vérité, je l'ai pas choisi cette voie. C'est plus celle Ouais, qui m'a choisi. Mais ouais. en fait, une fois que j'ai été dedans, j'ai choisi d'y rester. Parce que en réalité, ça m'a porté. C'est un secteur qui est porteur, hein. J'ai l'habitude de dire que à certains des candidats ou à plein de gens d'ailleurs, mais qu'il y a une fusée Ariane actuellement qui est en train de décoller, qui s'appelle la French Tech ou même l'IT de manière générale. Bon, elle a des fois des soubresauts et, euh, et des problématiques évidemment, mais bon, ça reste quand même une locomotive. Et autour, il y a des gens qui sont arrimés à cette fusée. Le secteur du recrutement en IT, c'est une capsule de cette fusée qui est avec et qui décolle. Moi, j'ai trouvé, après avoir bossé dans plusieurs milieux où il y avait des difficultés de recrutement, des difficultés salariales, etc., tu étais bloqué dans ta carrière. Là, j'ai trouvé un milieu où tout était possible. On te donnait ta chance. En un an, tu peux apprendre un métier qui est bien payé, avec de la flexibilité, et où tu peux même lancer ta boîte ou ta propre activité. Et ça, on le perd de vue quand on a commencé dans l'IT ou dans le recrutement, mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est une chance inouïe. Et c'est pour Hmm. ça que je la quitterai pas. Trop bien. Et donc, en fait, c'est ça qui a fait que tu t'es spécialisé sur du recrutement dans l'IT, c'est que en fait, de manière générale, c'est un milieu sur lequel tu as énormément d'opportunités, sur lequel tu peux évoluer, sur lequel tu peux te permettre de vivre de la manière dont tu vis aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'aventure, le risque, la nouveauté. Je supporte pas de m'ennuyer. C'est un peu bateau dit comme ça, personne ne supporte de s'ennuyer, mais moi, ça me rend vraiment dingue. Et là, c'est un secteur où, tu le sais aussi bien, probablement mieux que moi, il y a toujours des chamboulements et toujours, Mhm. surtout, un vaste champ de possibles. Moi, j'ai été choqué en arrivant dans mon cabinet de voir des gens qui étaient là depuis un an, 2 ans, qui avaient déjà une équipe de 5 personnes avec eux, ou de voir des gens qui sont arrivés, qui n'avaient même pas le bac, et qui 2 ans plus tard avaient monté une business unit à Montpellier. Et encore, on est dans le cabinet, il y avait quand même des règles. Et après, je suis sorti, je suis dans la jungle des freelances. Et c'est pareil, quoi. Tu rencontres, on parlait de Jordan Wu, donc quelqu'un, je rappelle pour le podcast, quelqu'un qui doit avoir, peut-être plus jeune que moi, j'ai 29 ans, il doit avoir 26, 27, qui a lancé sa propre boîte, qui met en relation les freelances, les recruteurs freelance et comme sur le modèle de Muso, et qui aujourd'hui est une boîte où ils sont plus d'une dizaine de personnes. Muso, c'est pareil, je connais pas l'histoire par cœur, et j'imagine que toi, Antoine, tu l'as monté, donc ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Oui, c'est un peu moins de 3 ans, ça fait un tout petit peu plus de 2 ans et demi là. T'imagines, c'est un secteur inouï où en 2 ans et demi, aujourd'hui, tu te retrouves avec plusieurs centaines de recruteurs et c'est dingue. Moi, ça me fascine et à terme, j'aimerais lancer ma boîte et profiter de ce courant-là pour donner libre cours à mon imagination et puis surtout mon envie d'aventure. Donc voilà. Après, il y a aussi des raisons internes. Le recrutement, c'est des rencontres. Moi, si t'es quelqu'un de sociable, si t'es quelqu'un qui aime comprendre les gens, là, pour le coup, c'est presque un métier de psychologue à la fin. En fait, tu passes ta journée à écouter les gens, hein. C'est ça, recruteur. Euh, à les écouter plus que toi, tu ne parlerais jamais à quelqu'un, à part en faisant un podcast pour Muso, tu vois. Mais il y a le contact humain aussi qui me plaît beaucoup. Là, j'étais en train de regarder, il y a sur une période de 3 mois, tu as fait un peu plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires. Je n'ai pas regardé exactement le montant. La question, c'est comment tu as fait? Qu'est-ce qui fait que. Alors, je dis ça juste sur Muso, hein, je ne sais pas, je connais pas tes autres activités, mais ça, c'est juste sur Muso. Qu'est-ce qui a fait que ça marche? C'est quoi ta technique secrète à toi? C'est quoi ta force? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta méthode, en fait? Waouh, ça c'est une question difficile. Euh, Ouais. c'est drôle parce que j'écoute beaucoup de podcasts aussi, et souvent c'est une question qui revient et j'écoute ça des gens dont j'ai envie de m'inspirer. Et aujourd'hui, je suis à la place de celui qui doit répondre et waouh, c'est pas facile. Euh, la première chose que je me dois de dire, je pense, c'est que moi j'ai pas de recette évidemment, j'ai pas de recette miracle et il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire que je vais pas essayer de simplifier une situation qui est complexe. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et là, tu l'as dit, il y a eu un mois pendant lequel ça s'est ultra bien passé. Il y a eu pas mal d'autres mois. Ça s'est passé moyennement, voire pas du tout bien.
Et si j'avais la recette, ça serait tous les mois comme ça, quoi. Donc, je pense qu'un premier facteur, c'est le hasard, tout simplement. Là, ce mois-ci, on a fait, je m'en souviens très bien, on avait fait 3 recrutements en une semaine, en fait. Donc, on pourrait dire que même ça s'est même pas fait en un mois, ça s'est fait en une semaine. Ouais. C'était dingue. En fait, c'était l'aboutissement de processus qui était là depuis quand même plusieurs semaines. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est en dehors des. On pourrait distinguer deux catégories. Ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est un atout, c'est le réseau. Aujourd'hui, moi, ça fait 2 ans que je travaille dans le milieu, donc c'est pas si énorme que ça du tout. Mais en 2 ans, tu as assez pour te faire un réseau et pouvoir, en fait, en plus de ta chasse, démultiplier ta force en contactant d'autres chasseurs ou d'autres moyens pour trouver des candidats. Le réseau, c'est important. Et c'est souvent, ça passe hors des radars. C'est pas noté dans les fiches de poste, mais c'est important. Je crois que sur ces 3 recrutements, j'en avais trouvé un au moins par le réseau. Ouais, ça y est, ça me revient. Maxime Voguet par le réseau. Le deuxième point, c'est de comprendre son client. Ça, c'est un point clé. Je ne ferai pas de hiérarchie entre ces points-là. Autrefois, je disais, voilà, ça c'est le plus important. Je ne sais pas ce qui est le plus important, mais ce sont les points qui sont saillants. Ce point-là, c'est de bien connaître son client, c'est-à-dire être capable de savoir sur la base d'un CV si ça va plaire au client ou non. Et pas juste sur la base de la fiche de poste. Est-ce que tel profil a fait 2 ans de React? Est-ce que tel profil a fait... Il y a quelque chose qui est plus important ou au moins aussi important que le langage informatique, hein, j'entends, ou alors le nombre d'années d'expérience, c'est le type de boîte dans lequel il a travaillé. Là, ce mois-ci, on avait fait un recrutement avec KPMG, donc gros cabinet, un recrutement avec Citalil, donc petite boîte en cybersécurité. Et le troisième recrutement, c'était avec une deuxième startup qui était sur la côte basque. Et en fait, c'est tout bête, mais le fondateur d'une startup en cybersécurité n'a pas du tout les mêmes attentes en termes de profil que KPMG. Et je me doutais qu'il avait des attentes de quelqu'un qui a travaillé déjà en startup, qui va pouvoir avoir les codes, lui parler, et si possible, là c'était un matheux, avoir les codes en cybersécurité. Ce que je veux dire, c'est que sur la fiche de poste, il peut être marqué cybersécurité, 3 ans en Python, tant de choses, mais il y a des choses qui transpirent à travers une fiche de poste, c'est-à-dire le type de boîte sur lequel la personne a bossé, le type de mindset, l'âge, même si ça ne doit pas rentrer, ça ne doit pas être censeur, c'est un critère qui vont te donner plus de chances de réussir à compléter les attentes. Voilà, ça c'est un très gros point. Connaître son client, qu'est-ce qu'il va. Voilà. Et puis en dernier, je pense que je dirais la persévérance pour essayer de pallier au hasard le grand désespoir des recruteurs qui fait que notre métier est en dents de scie. Et le seul moyen à l'heure actuelle que j'ai trouvé pour essayer de compenser ça, c'est la persistance, continuer à bosser, faire du chiffre en permanence. Et c'est par ces KPIs-là que tu pourras essayer d'égaliser au maximum, en tout cas de limiter les aléas du hasard. Je suis hyper d'accord avec toi. Je suis hyper d'accord avec toi parce qu'en fait, ça fait tout le temps comme ça, le recrutement. Tu as des moments où, bah, comme toi, tu fais 3 recrutements par semaine, c'est la folie, c'est incroyable. Tu as des moments où pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fait, il se passe rien du tout. Et puis, bam, ça repart. Tu l'attendais pas. Tu reçois un coup de fil, ok, c'est bon, on a accepté, j'ai accepté la prof ou je ne sais quoi. Tu ne savais même pas que le candidat avait une prof. Enfin bref, et je suis d'accord avec toi. Le meilleur moyen de faire en sorte de te dérisquer d'une certaine manière et d'essayer d'apporter de la, comment dire, de la cohérence ou de la régularité plutôt dans ton job, c'est de suivre tes KPIs, c'est de persévérer comme tu le disais, c'est de continuer à bosser même quand en fait tu es dans un tunnel et que tu te dis ok, il n'y a plus de lumière là. C'est ça. Ouais, c'est essayer de rendre prédictible, stable, quelque chose qui ne l'est pas. Mais on fait ce qu'on peut pour que ça soit le moins possible, comme tu dis, dérisqué. C'est ça, on a ça en commun. Trop cool, merci beaucoup pour ces conseils. Est-ce que Muso, ça t'a permis de modifier la manière dont tu travaillais ou qu'est-ce que ça a changé en fait pour toi de passer par Muso? Muso, ça a changé 2 choses. Ça a été à la fois en quantitatif et qualitatif. Ça a été un catalyseur pour moi.
je fais un bien meilleur chiffre d'affaires, hein, très clair, depuis que je suis en freelance, avec Muso particulièrement. Pas que, mais principalement, que quand j'étais en cabinet. Pour une raison très simple, c'est que un problème fondamental pour un recruteur, c'est le portefeuille. Quand on a un mauvais portefeuille, il y a plein de sortes de mauvais portefeuilles, mais quand on en a un mauvais, c'est très compliqué de s'en sortir. Parce qu'il faut le changer. Et en même temps, souvent, on a des clients ont des attentes, donc il faut continuer à bosser pour eux, mais en même temps, il faut en chercher des nouveaux, ça prend du temps. On peut très vite se retrouver dans une masse. Et en fait, grâce à Muso, alors j'anticipe sur une question d'après, c'est la prospection, etc., mais grâce à Muso, j'ai pu changer de portefeuille. Ça m'est arrivé une fois de changer du tout au tout. En une semaine, sur 5, je devais avoir 5, 6 clients. On les a tous changés avec Ambre. Et ça, là, j'ai compris qu'il y avait un game changer là-dessus. Parce que moi, j'avais toujours bossé avec la contrainte d'un portefeuille non pas constant. On avait le droit de le changer, mais comme je devais faire ma propre prospection, il fallait que j'envisage 6 mois de prospection pour changer mon portefeuille. Là, en une semaine, j'ai fait ce que je faisais en 6 mois. Donc ça, c'est au niveau qualitatif, ça a été un changement radical. Et ça a engendré un changement quantitatif qui fait qu'en fait, je fais bien plus de KPIs. En tout cas, je fais un chiffre d'affaires qui est bien meilleur parce que je peux changer. Soit tu as des clients qui sont dormants, au revoir. Soit tu as des clients avec qui ça ne fit pas. Très bien, c'est de la faute de personne, mais on change. Et très rapidement, je peux rebondir. Ça, c'est un point. Par contre, avec Muso, du fait même de son fonctionnement, j'ai moins de contact avec les clients. C'est-à-dire que Muso, ça a l'avantage immense de donner, vous avez l'avantage immense de donner les contacts des clients directement. On a le droit d'avoir un lien direct. Et ça, c'est très bien. C'est même pour moi une condition de succès. Mais je ne peux pas avoir la relation client que j'avais avec un client avec qui j'étais en exclusivité, que j'ai aujourd'hui avec Muso, où on est 5, voire plus chasseurs pour un client. Parce que lui, évidemment, il n'a pas forcément la bonne façon pour répondre à 5 chasseurs. Et donc là-dessus, ça a changé aussi mes manières de travailler. Je vais m'accrocher moins aux clients parce que je sais qu'ils s'accrochent moins à moi. Donc, je vais être plus fluide. Ça a engendré une fluidité, une flexibilité qui est la conséquence de cette manière de faire. Je m'y suis fait et ça marche bien aussi, mais je trouve qu'il ne faut pas, voilà, quand il y a un client qui ne répond pas au bout de 2-3 semaines, on se doute que on va pas l'harceler. Le mec n'est pas, ils sont pas pressés, ils sont même en stand-by, ça se trouve. On passe à autre chose. Voilà. Donc voilà, deux points qui ont fait que j'ai changé ma manière de travailler. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a une histoire dont tu es fier et que tu voudrais me partager aujourd'hui? Yes. Une histoire de recrutement, quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'histoires. Alors, une belle histoire, c'est l'histoire du recrutement de Siwar Bendarfa que j'avais fait avec vous pour KPMG. Ça faisait partie de ces 3 recrutements-là qui sont faits sur une semaine. J'aime bien la raconter parce que je peux dire quelque chose à travers cette histoire. En fait, c'était un recrutement normal. KPMG cherchait une développeuse, donc c'était en C++ de mémoire, Java et C++. Et donc, non, c'était en Vue, C++. Bon, bref. Et donc, moi, je propose plusieurs candidats. J'avais un bon contact avec la talent de KPMG. Et en fait, voilà, elle prend les candidats, elle en prend 3, elle les prend en entretien, et moi, je laisse couler. Sauf que j'ai pour habitude, ça, c'est les restes que j'ai de mon cabinet de recrutement, de faire un suivi très poussé. En fait, grâce au fait que Muso m'avait donné le contact direct, j'avais possibilité de faire un suivi avec la talent en direct qui était ultra à l'écoute et qui connaissait bien Muso, la manière de fonctionner, donc qui était, attentive en fait. Et donc, du coup, moi, je fais mes calls avec toutes les semaines. Une fois par semaine, je fais un call avec la boîte et avec les clients, avec les candidats, pour être sûr que ça s'est bien passé. Après chaque entretien, on fait un call pour chacun d'entre eux. Et là, d'un coup, en fait, dans un des calls, j'apprends que 2 de mes candidats sont fait sortir du process. Et il y en a une, on a envie de la prendre, mais en fait, KPMG a 50 000 étapes. Il fallait même faire un test de français et puis de logique. Avant d'arriver au recrutement, il y avait genre 6 tours, c'était un enfer. Et moi, j'appelle ma candidate, je lui explique un peu ça. Et là, en fait, au détour d'une dernière question avant qu'on raccroche, je lui dis, au fait, tu n'as pas d'autres process qui sont en cours? Juste pour checker. Et là, elle me dit, si j'en ai un, ils m'ont fait une proposition, je dois répondre dans une semaine. Et en fait,
si j'avais pas fait cette dernière question, si j'avais pas fait le suivi et pas fait cette dernière question, elle me l'aurait jamais dit, on aurait raté la chose. J'appelle en urgence la talent, je la sensibilise, elle connaissait Muso, elle connaissait nos manières de travailler, elle a été ultra speed, ils ont concentré les 7 tours, enfin il en restait 4, en un seul tour, et en une semaine ça a été fait, et on a réussi, et ils ont fait son changement de statut en plus. Tout ça pour dire que on parlait tout à l'heure de persistance. Il faut toujours voilà, ne rien laisser au hasard, ou plutôt ne pas laisser le hasard emporter les choses. Et je pense que là, le suivi a porté. Et grâce à ça, on a fait le recrutement. Donc ça, c'est vraiment un conseil phare pour les recruteurs qui se lancent sur Muso. En tant que freelance, tu es un peu laissé à toi-même, tu fais ce que tu veux. Et en même temps, tu touches la moitié de ta pièce. C'est-à-dire que si tu fais pas de suivi, tu peux passer à côté de belles occasions. Ouais. Donc du coup, cette question-là de est-ce que tu as des process, t'as d'autres process en cours, là tu l'as mis dans ton standard de call de suivi, maintenant c'est obligatoire, quoi. Toujours, quoi. Ça te paraît évident en plus, toi. Elle allait pour ne pas me le dire. Hein. Et puis en plus, elle me dit, après, elle m'a répondu tout naturellement, si, j'en ai un et c'est dans une semaine. Toujours. Ouais, c'est cool. Donc candidate sauvée sur le fil, quoi. Sur le fil, grâce à ce call-là, grâce à la compréhension de la talent, et puis grâce au fait que vous nous avez mis en contact direct, parce que s'il y avait eu un CSM entre, on aurait pu, mais ça aurait pris encore plus de temps, etc. Ok, ça marche. Alors, je vois qu'il nous reste 2 minutes. Donc, déjà, merci beaucoup pour ce podcast. On va peut-être faire la suite dans un autre call. Mais je te dis quand même merci, merci beaucoup, Pris. C'était super intéressant. Avec plaisir. Je pense que ça va beaucoup intéresser aussi les recruteurs qui sont sur Muso et puis même des recruteurs qui sont en dehors de Muso parce qu'il y a je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment cool dans ton parcours. Je te l'ai pas dit, mais moi je me retrouve vachement aussi dans ce que tu racontais au début sur le fait que tu es venu au recrutement, t'as un peu été forcé par le destin entre guillemets. Pas ce que tu voulais faire, moi c'est exactement pareil, donc c'est marrant. Et je pense que c'est le cas, je pense que c'est pas si rare, quoi. Faut que tu m'en parles ça la prochaine fois. Je t'en parlerai, je te raconterai. Mais ouais, je trouve qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui sont géniaux dans ce que tu nous as raconté. Donc merci encore. Très content, merci de ton temps. Et écoute, cool d'avoir pu échanger avec toi. Ouais, carrément. Salut Chris. Ciao.